je suis ravie de vous accueillir pour ce premier atelier qui est en web, atelier autour du thème leadership alimentation. Bon, ce sera le premier d'une série qui sera un rendez-vous mensuel. Autour de ce grand thème très large, leadership alimentation, ce sera l'occasion de tirer différents sujets. Donc, à la suite de l'atelier, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, je vous enverrai un petit sondage pour voir un peu les thématiques qui pourraient vous aider pour que j'organise les prochains ateliers. Du coup, cet atelier et aussi tout ce que je fais en termes d'intervention, conférences, ateliers et accompagnement, eh bien, c'est pour des personnes très actives, qui ont des vies intenses, qui ont des responsabilités, de nombreux projets, qui sont des passionnés, qui peuvent, en plus de leur activité professionnelle qui est déjà bien prenante, avoir une vie bien remplie par leur passion, le sport par exemple, c'est mon cas, ou encore s'occuper d'une association. Bref, l'idée, c'est de s'adresser à toutes ces personnes comme moi, qui sont en fait amenées à avoir une vie très active, très motivées par ça, avec de l'ambition, du challenge, mais pourtant qui doivent gérer leur énergie. Donc pour ça, eh bien moi j'ai une proposition qui est de dire on peut être en énergie, quel que soit notre âge. Entre parenthèses, ça va beaucoup aider les gens de 45-55 parce que c'est une phase de transition très importante, mais pas que. Voilà, Philippine qui est avec nous est bien plus jeune que ça, mais ça s'adresse en tout cas à ces personnes qui ont cette vie active. Comment on va dérouler les 60 minutes ensemble? L'idée est d'aborder effectivement quel est l'impact dans votre leadership de l'alimentation. C'est très lié à mon expérience. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très vite faire un petit premier exercice où ça va vous permettre d'identifier votre besoin en énergie. Je vais aborder les principes fondamentaux qui sont vraiment une vulgarisation, hein. Mon propos n'est pas un propos de spécialiste ni scientifique. C'est plutôt le propos d'un expert patiente qui a 10 ans maintenant de vécu de transformation de sa vie au travers de son changement alimentaire. Et j'en ai vu vraiment les bénéfices au-delà même de retrouver la santé. Et c'est pour ça que je propose ça. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu, tout ce que je fais en veille au quotidien, c'est comment le vulgariser pour le rendre accessible à quiconque, c'est-à-dire monsieur, madame lambda que nous sommes. Et puis, on va aborder la méthode 3M. Donc, ça, c'est le nom de ma méthode. Je vais vous expliquer. Et autour de ça, on va jouer autour de trois exercices. Donc, je vais vous proposer, j'ai choisi 3 sujets qui déclinent les 3 M. Donc, je vais vous inviter à faire 3 petits exercices autour de ces 3 thématiques. Et puis, on arrivera à la fin de la séance pour dire comment on peut agir ensemble. Donc, l'interaction, ce que j'ai évoqué, c'est que utiliser la conversation, mais comme on n'est pas très nombreux, on peut aussi interagir oralement. Je pense que c'est tout à fait faisable. Juste lever la main pour que je puisse voir qui a envie d'agir, de réagir en question, en remarque, pour que je puisse un peu réguler ça. Voilà. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous identifier. Donc, je vais juste évoquer quelques situations de vie qui peuvent vous parler et puis on va rentrer dans l'exercice. Alors, moi, j'aime bien dire que nous sommes des survivants dans notre société moderne. Pour beaucoup, nous avons cette vie active qui est liée à plein de choix qu'on a faits, mais aussi par une société qui nous sursollicite. Donc, nous sommes multifonctions et ça peut se passer dans un temps qui peut très durer et qui peut être très intense. Alors, physiquement, ça peut être très intense parce que déjà, peut-être que notre métier fait qu'on peut être debout, se déplacer, faire des gestes, etc. Par exemple, les personnes qui sont dans le domaine de santé, ou inversement, peut être très sédentaire parce qu'on est dans un métier de service et qu'on est beaucoup derrière son ordinateur. Mais pour autant, si on a d'autres passions comme le sport, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, bah, peut-être qu'on va solliciter notre corps en fin de journée ou à certains jours de la semaine pour aller chercher en fait un effort physique beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Donc, on a effectivement une énergie physique qu'on va aller chercher. La deuxième chose, c'est qu'on a une charge mentale qui peut vite augmenter avec tout ce que l'on gère et tout ce qu'on peut vivre, sachant qu'il y a ce qu'on prévoit, il y a aussi ce qui peut venir de façon impromptue, ce qui fait que la charge mentale peut augmenter par rapport à ce qu'on a pu vivre.
Et puis, évidemment, on peut vivre un moment très stressé, c'est-à-dire que les émotions, donc concrètement, il y a 3 notions d'énergie. Il y a le physique, il y a le mental et il y a l'émotion. Alors l'émotion est un très gros sujet qui fait que effectivement aujourd'hui, l'énergie dans laquelle on se sent va être liée à ces 3 facteurs. Alors le petit exercice que je vais vous faire, vous allez voir, il est très vulgarisé volontairement. Par contre, dans mon accompagnement, on va un peu plus dans le détail quand on fait l'autodiagnostic au départ pour déterminer la feuille de route, c'est-à-dire l'objectif qu'on veut atteindre par rapport aux besoins d'énergie qu'on a. Donc, dans l'accompagnement, ce que je fais, c'est que je vais plus en détail sur la compréhension de l'énergie qu'on a besoin dans la journée, selon ces 3 critères qui sont physique, mental et émotionnel. Là, ce que je vais vous proposer, c'est en fait tous, chacun, d'évaluer. Alors, comme on est jeudi, j'aimerais que vous évaluiez à peu près quel est le niveau d'énergie que vous avez à aujourd'hui par rapport à une semaine qui vient de s'écouler, qui va bientôt se terminer. Donc, en gros, depuis lundi, comment vous vous sentez en énergie? Et là, aujourd'hui, actuellement, est-ce que vous sentez entre 0 et 10, 5, 7, 9? Évidemment, 0, c'est le plus bas et 10 étant le plus fort. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez mettre un mot, une expression dans la conversation. On peut peut-être faire un petit tour oral éventuellement pour en fait voir derrière cette évaluation qui est juste votre ressenti du moment, comment vous l'exprimez, comment vous l'illustrez en fait. Voilà, donc je pense que vous avez un petit peu réfléchi à la question. Et du coup, je vous propose d'y répondre. On peut peut-être faire un tour de table si vous voulez oral parce qu'il est 12h40, donc on est bien en timing et qu'on est en petit comité. Qui a envie de s'exprimer? Gonzague, levez la main. Alors moi c'est neuf, et comment l'illustrer? J'ai de multiples projets, de multiples choses à faire aujourd'hui et je suis souriant, heureux. Voilà. Super. Ok, merci. Qui veut enchaîner? Christelle. Eh bien, moi, je suis à 8 et le premier mot qui me vient, c'est apaisé. Super. Qui veut enchaîner? Samuel, vas-y. On t'entend pas, Samuel. Voilà, ça devrait être mieux. Je dirais 8 également. J'étais à 6 il y a 3/4 d'heure. Et comme j'ai eu une excellente nouvelle et que tu as parlé d'émotion, je suis passé de 6 à 8 en l'espace de 3/4 d'heure. Merci pour ce témoignage. Il y a Sylvain qui veut témoigner, qui veut aussi donner son éval. Merci. Oui, donc moi je suis plutôt à 7 aujourd'hui, je suis plutôt en forme. J'ai eu quelques problèmes de sommeil cette semaine, mais la nuit dernière a plutôt été bonne et réparatrice, donc aujourd'hui 7. Ok, super, merci. Est-ce que Philippine et Eric, vous avez moyen de réagir ou pas? Sinon, vous le mettez dans la conversation. Ouais, vas-y. Ouais, moi je dirais que je suis à 7. Je suis OK. C'est sur une fin de semaine, mais je suis pas crevée. D'accord, super. Et Eric, je ne sais pas si tu as moyen de répondre parce que je sais que tu suis, mais tu suis. Je sais pas. Et après, je sais pas s'il a répondu dans la conversation, je crois pas. Je regarde vite fait. Et sinon, je sais qu'il y a Christine qui nous a rejoint, mais ouais, Christine, en fait, est dans une situation. Je sais pas si. Voilà, on est en train d'évaluer l'énergie que tu as là jeudi par rapport à ta semaine passée, mais je sais pas si tu as moyen de répondre, Christine. Donc, je vais enchaîner. Puis là, elle est en fait dans un centre hospitalier. Donc, voilà. Alors, je vais juste vous éclairer. Donc, merci pour vos réponses. Donc, ce petit exercice, en fait, vous pouvez le retenir pour vous. Parce qu'en fait, souvent, je pense que vous qui avez répondu, vous êtes plus conscient parce que vous faites déjà un travail, mais là-dessus. Ah, Aurore, tu n'as pas. Si, tu as répondu, Aurore, ou non? Tu as Non, j'ai pas répondu. Moi, j'allais dire plutôt 7, mais avec mon ressenti où 7 pour moi, c'est déjà moyen, Ouais, avec un besoin d'organisation. besoin d'organisation. Ok.
Ok. Ben, merci pour vos réponses. Et franchement, j'en ai. Christine, on t'entend mal là. Oh putain, ça marche pas. On t'entend là. Oh, c'est le bordel. Ok. Éteins ton micro, Christine, ce sera plus simple. Et puis, voir un endroit calme. Juste pour le petit exercice, effectivement, c'est intéressant en fait de démarrer le lundi en se disant, OK, quand je me lève le matin et que je vais prendre ma semaine avec tout ce que j'imagine faire, à quel niveau d'énergie je suis le matin quand je me réveille. Ça, c'est le premier signal qui vous permet de vous dire, évidemment que vous vous constatez ou vous posez indirectement ou inconsciemment la question, mais là, ce que je suis en train de vous évoquer, c'est juste de créer un petit rituel qui est en fait d'inscrire le lundi au matin quand vous démarrez, le fait de dire, OK, à combien je démarre déjà? Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de noter aussi le vendredi, à quel niveau vous êtes au final. Évidemment, du lundi au vendredi, pour la plupart d'entre nous, c'est la période où le professionnel prend beaucoup de place dans l'énergie qu'on doit produire. Là, je parle dans la vie quotidienne quand on doit travailler. Et après, il y a le week-end. Et évidemment que le lundi, si vous démarrez avec une énergie qui est basse, ça va être compliqué pour prendre sa semaine. Alors après, comme disait Samuel, il peut y avoir des choses qui font qu'émotionnellement, hop, ça rebooste. Donc, il y a aussi le fait que identifier de façon globale, c'est intéressant après de se reposer la question en imaginant physiquement, mentalement et sur le plan émotionnel, parce que votre niveau d'énergie est peut-être pas le même en fonction des trois notions. Donc, prenez l'habitude de vous poser la question en l'écrivant le lundi, en l'écrivant le vendredi quand vous finissez votre semaine professionnelle, ne serait-ce que pour voir s'il y a eu un écart dans un sens ou dans un autre, et aussi de prendre conscience de est-ce qu'au final, vous êtes en train de cumuler chaque semaine une situation où l'énergie est plutôt moyenne, basse ou plutôt haute. Et ça, en fait, ce qu'il faut le faire, c'est le faire pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines, en notant ça, c'est-à-dire en vous obligeant à formaliser, donc au final à prendre du recul et à vous voir vous-même dans l'expression de votre énergie avec ce petit exercice, c'est tout simplement de dire que si sur une semaine, vous avez une énergie qui est basse, je vais revenir sur les notions qui sont mises sous ce graphique, eh bien là, honnêtement, si vous cumulez déjà 2 semaines dans cet état, il faut commencer à se poser des questions. Si vous êtes à 3 semaines, ça commence à s'installer. Si vous êtes à 4 semaines où vous constatez que vous êtes à un niveau d'énergie bas, là, il faut vraiment vous poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose à changer parce que vous êtes vraiment dans une situation de difficulté. Je vais évoquer quelques sujets qui peuvent faire qu'on est dans une période de difficulté en énergie. Par exemple, j'ai des personnes dans mon environnement qui doivent gérer en ce moment des problèmes de santé d'un proche. Et donc, ça demande à ce qu'on doit être disponible, on doit se préoccuper pour l'autre. Donc là, on va forcément gérer de l'énergie. Mais le sachant, on sait qu'on va devoir avoir plus d'énergie et donc il faut quand même constater si notre énergie reste quand même moyenne, voire plus haute, malgré le fait qu'on doit gérer une situation exceptionnelle. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que peut-être l'attitude qu'on a tous dans la routine et dans le quotidien, c'est qu'on se dit c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Alors qu'en fait, ne pas être en énergie, ce n'est pas normal. Voilà, donc retenez bien lundi, vendredi, et vous pouvez le faire de façon générale avec cette expression ou ce mot, mais après, c'est intéressant de refaire l'exercice en disant sur le plan physique, comment je me sens, sur le plan mental, comment je me sens, sur le plan émotionnel, comment je me sens. Alors, sur le plan physique, c'est par exemple la fatigue physique. C'est le fait de se sentir rouillé. C'est le fait que si je porte quelque chose, j'ai du mal à le porter. C'est si je commence à prendre des escaliers, je suis essoufflée. Ou même je commence à marcher, je suis essoufflée. Tous les signaux qui font que le corps montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de façon fluide. Sur le mental, ça va être des problèmes de concentration. Ça va être le fait qu'à un moment donné, en fait, vous êtes, vous cherchez un petit peu, vous êtes brouillon, enfin voilà.
Et l'émotion, eh bien, clairement, ça, vous le savez beaucoup, c'est le stress, l'angoisse, des situations où vous vous sentez un peu irascible, mais ça peut être aussi le fait d'être très calme. Et donc, du coup, d'être aussi dans une situation que j'appellerais taciturne. Donc, c'est un peu tous ces signaux-là qui peuvent faire que derrière ces 3 situations, vous pouvez peut-être avoir l'énergie physique importante et derrière un émotionnel qui est peut-être bas, tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc, c'est intéressant pour déjà savoir ce dont on a besoin par rapport à notre activité, d'identifier en fait de façon plus consciente et donc on va dire écrite le niveau d'énergie dont j'ai besoin. Alors quand je vous fais ça, là c'était un constat. Donc du coup ce qui est intéressant c'est de se dire ok, cette semaine par exemple ou la journée que je vais prendre, quel est le niveau d'énergie que je vais devoir avoir besoin par rapport à ce que je sais ce qui devrait se passer et notamment le niveau d'énergie physique, mentale et émotionnelle. Moi, par exemple, comme je me prépare en compétition et que je pars 4 jours en compétition, je sais que je vais avoir une sollicitation physique importante, mais je sais aussi qu'elle va être forte sur le plan émotionnel. Parce qu'il y a une montée d'adrénaline, mais il y a aussi plein d'imprévus. Puis quand on monte à cheval, ce qui est mon cas, le cheval peut être une incertitude. Donc, on doit aussi gérer sa propre émotion. Voilà, c'est l'astuce que je vous donne, qui est de pouvoir vous autodiagnostiquer et aussi vous mettre en perspective sur votre énergie. Ça va? C'est clair pour vous? Est-ce que ça vous a plu, ce petit exercice? C'était un peu éclairant pour vous? Oui, ça va. Je vois qu'il y en a qui prennent des notes ou ils notent d'autres trucs, je ne sais pas, mais voilà. Donc, je vais continuer, si ça vous va. L'intéressant, c'est de se poser sur les 3 plans aussi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Pour ma part. Ouais. Ok, merci Gonzague. Alors, vous me connaissez, donc je vais passer rapidement, mais juste pour expliquer aussi tout l'intérêt de ma démarche méthodologique, c'est que, en fait, d'abord, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle qui fait que mon vécu m'a amené à être vraiment dans une vie extrêmement active. Aurore sait de quoi je parle. Et donc, dans ma vie salariée dirigeant, j'ai dû à la fois gérer des activités qui étaient dans l'innovation, qui devaient être dans le développement commercial, mais aussi de la créativité. Donc, j'ai créé une filiale pour des groupes et donc j'ai été dans plusieurs postures managériales, de direction d'entreprise, etc. Depuis 14 ans, je suis consultante, donc je suis indépendante, je dois gérer ma clientèle, etc. Et en plus, je me suis investie dans des associations, j'ai créé une start-up, enfin bref. Tout ça pour dire que je comprends très bien tout ça. Et dans mon métier aussi, j'ai appréhendé en permanence les questions de comportement-usage dans mon métier de manager, mais aussi au travers de la donnée qui me passionne non pas pour la partie technique, mais plus pour la traduction qu'on peut en avoir en termes de compréhension des usages et comportements des individus, des masses d'individus. Et donc, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma transformation personnelle parce que comme vous le savez pour la plupart, il y a plus de 10 ans, j'ai dû changer mon alimentation. Ça a révolutionné ma vie. J'ai dû me transformer parce que j'étais au pied du mur. Et donc, le fait de changer mon alimentation m'a permis de retrouver ma santé. Mais en faisant ça, évidemment, j'avais une préoccupation qui était de me dire comment je vais pouvoir gérer ce changement alimentaire qui était assez drastique, puisque j'ai beaucoup d'aliments qui sont retirés de mon alimentation, des majeurs. Et au début, c'était vraiment très violent. Et puis, ce qui a aussi nourri ma réflexion et mon expérience personnelle, c'est que grâce à ce changement alimentaire, j'ai pu reprendre mon sport de compétition. Et donc, ça m'a permis aussi d'intégrer ce que veut dire de gérer son énergie aussi bien par rapport à son métier, par rapport à sa vie privée, par rapport à sa santé, mais aussi par rapport à sa passion, et notamment des passions qui demandent à être physiquement solides, mais aussi mentalement et émotionnellement. Donc, tout ça a nourri l'expérience que je partage avec vous. Alors, du coup, confrontée à ce changement alimentaire, ce à quoi j'ai vraiment été préoccupée, c'était de me dire, mais comment je fais pour trouver un nouvel équilibre dans ma vie, sachant que moi, ma vie, elle est très active, je l'ai évoqué, et en même temps, comment je fais pour retrouver une énergie que j'avais totalement perdue. Donc, ma seule préoccupation pendant
pendant 10 ans, ça a été de dire comment je fais pour que mon contexte de vie continue à être celui d'une femme leader de vie, comme je le dis, mais en même temps, de garder le plaisir de manger, c'est super important, et de ne pas le vivre comme une contrainte, mais plutôt comme une évolution dans mon comportement et mes habitudes. Donc, c'est ce que je partage avec vous. Du coup, le sujet de fond que j'ai abordé dans ma méthode, ça a été de dire, OK, j'ai bien compris que je dois mettre le bon carburant au bon moment dans mon corps. Ça, c'est ce que m'ont appris tous mes praticiens, mes médecins spécialisés, mes lectures, etc. Mais faut-il encore pouvoir l'instaurer de façon durable dans sa vie? Et c'est là où moi j'interviens. Je suis ni nutritionniste ni diététicienne. Je ne suis pas du tout dans la spécialité scientifique de la gestion de l'alimentation et de tous ces impacts, on va dire chimiques et interactifs qu'on a dans notre corps. J'en comprends globalement les notions, mais ce qui m'intéresse, c'est de le vulgariser, de le rendre accessible pour moi et aux autres de fait. Et du coup, ça, j'ai bien compris que mon alimentation, c'était mon carburant. Comme une voiture, je ne m'amuserais pas à mettre du diesel dans un moteur d'essence. Mais par contre, ce qui me préoccupait, c'était l'organisation de ça. C'est comment je fais pour en fait trouver un équilibre, ma solution alimentaire dans cette histoire de retrouver de l'énergie grâce à l'alimentation. Du coup, ce qui a été mon travail pour moi-même, mais aussi que j'ai partagé lors de conférences, d'ateliers et d'accompagnement que j'ai déjà démarré, moi, ce qui me préoccupe, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est un peu, je pense, ce qui vous concerne tous. C'est-à-dire que dans notre quotidien, on va bouffer, manger, s'alimenter, se nourrir. Et en fonction des gestes, de la manière de le faire, on va être plus ou moins entre un comportement qui va être négatif pour nous ou un comportement qui va, en fin de compte, nous nourrir, nous permettre de fonctionner. Et entre les deux, il y a ce plaisir de manger qu'il faut préserver, ce plaisir gustatif. La notion de bouffer, c'est vraiment de dire je mange, mais en fait, je suis tellement pris dans mon rythme que j'en oublie de manger correctement. Et on va l'aborder, vous le verrez. Le fait de manger, ça veut dire qu'on mange des aliments, donc on va s'alimenter. Mais qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Et donc, quel est l'équilibre alimentaire que je vais retrouver dans mon repas pour me permettre de bien fonctionner? Donc, quels sont les carburants que je dois mettre ensemble? Et quelle est la bonne alchimie pour que je puisse répondre à cette fameuse énergie que j'ai identifiée pour réaliser ma journée qui va peut-être me solliciter fortement? Et au final, m'alimenter en mangeant, ça veut dire que je commence à m'intéresser à ma nourriture, c'est-à-dire la manière dont je vais me nourrir. Et c'est là où effectivement, on s'enrichit aujourd'hui de plus en plus. Depuis les années 90, on a énormément évolué sur la recherche de l'impact de l'intestin dans notre fonctionnement, dans notre santé. Aujourd'hui, on a compris des choses qu'on n'imaginait pas. On est un écosystème de bactéries, de champignons, de virus. Cet écosystème, si on vient le perturber, ça va être compliqué. Et surtout, on est un écosystème d'interaction chimique entre tous les éléments qu'on va ingérer et les éléments qui vont se produire chimiquement dans notre corps. Donc, quand on commence à parler de nutrition, eh bien, ça veut dire qu'on commence à être des notions de comment je me nourris bien dans mon assiette. Donc ça, c'est des notions que tout le monde globalement connaît, protéines, lipides, glucides. Mais c'est pas sûr que tout le monde sache comment ça s'équilibre. Ensuite, la micronutrition est un autre step plus précis, où là, on s'intéresse aux nutriments qu'il y a dans nos aliments, c'est-à-dire carrément les caractéristiques de chaque aliment quant à la vitamine, les minéraux, les oligo-éléments. Donc tout ça, on en entend parler, mais c'est vrai que si on rentre précisément dans la connaissance de la micronutrition, c'est très, très, très précis. Et c'est là où il faut voir des praticiens qui ont vraiment une connaissance pointue. Si on veut aller encore plus loin, on parle de nutrition fonctionnelle. Là, on est carrément sur la compréhension faite par des praticiens de l'interaction, de la manière dont les aliments vont venir quand on mange, mais aussi la manière dont ils vont fonctionner entre eux et comment les organismes vont se mettre en orchestration. C'est assez complexe. Là, on rentre vraiment à un niveau très pointu de pratique autour de la nutrition. Et évidemment, c'est lié à la compréhension de la biochimie qui fonctionne en nous au quotidien sans arrêt.
Donc, manger, s'alimenter, se nourrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est faire fonctionner notre biodiversité intérieure. Moi, mon sujet, c'est pas du tout de rentrer dans cette partie scientifique. Je ne suis pas experte de ça, je ne suis pas diplômée de ça, je ne suis pas certifiée. Par contre, je connais de plus en plus un écosystème de gens praticiens dans différentes disciplines qui peuvent aider si les personnes sont en souffrance. Moi, ma préoccupation, c'est plus revenir à notre quotidien et dire, OK, moi, j'ai besoin d'une énergie. Comment je peux déjà correctement m'alimenter en mangeant, en me faisant plaisir et donc de me nourrir à peu près comme il faut pour me filer le carburant dont j'ai besoin. Sachant que ce qu'il faut éviter, c'est bouffer. On va le voir. Ça va à ce stade. Il y a des personnes qui viennent de rejoindre, donc j'ai commencé, il y aura un replay. Merci de nous avoir rejoints. Aimé nous a rejoint, il est en Afrique, donc voilà, c'est super. On voyage un petit peu, donc c'est top. Merci Aimé pour ta présence, merci Olivier aussi pour ta connexion. Et donc, je vais vous proposer qu'on continue sur ce sujet. Donc, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez que cette phrase que j'ai citée lors de ma conférence au TEDx qui me colle à la peau, elle exprime tout ce que je veux partager, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que j'ai réalisé au moment où j'étais vraiment au pied du mur, je faisais partie de tous ces gens qui étaient dans le déni, qui pensaient qu'ils mangeaient bien, qui se faisaient plaisir en mangeant. Voilà, j'avais ce côté épicurien, je me posais pas trop de questions et je vivais les choses comme j'avais envie de les vivre, avec parfois des excès, parfois pas. Et puis j'avais mon corps qui pouvait faire yo-yo, mais voilà, on change de saison, ça peut arriver. Mais au final, quand j'ai été au pied du mur, véritablement, quand j'ai rencontré le médecin spécialisé en nutrition, j'ai vraiment compris quel était l'impact de l'alimentation sur ma santé, parce que dès que j'ai arrêté les choses qui me faisaient mal, pouf, tout de suite, j'ai dégonflé et j'ai récupéré de la sérénité émotionnelle. Donc, il y avait vraiment un impact sur mes neurotransmetteurs et il y avait un impact sur mon corps globalement. Et là, c'était pas un placebo, c'est immédiat. Le corps nous récompense dès qu'on change quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'il faut retenir. C'est là où c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment jouer avec son alimentation et trouver les effets de levier, quel que soit l'âge. Et même si on a des pathologies, j'en suis la preuve vivante. Par contre, il faut avoir conscience de ça, avoir envie de jouer avec ça et en fait avoir envie d'être acteur de sa santé, de son énergie pour réaliser ses projets en faisant aussi des choix conscients de la manière de s'alimenter. Et donc, je voulais partager quelque chose avec vous. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre métabolisme, qui est clairement le système qui organise toute la biochimie de nos aliments, dans notre façon de le digérer, de l'ingérer et de l'utiliser. Excusez-moi pour la petite faute de métabolisme. On parle beaucoup de métabolisme aujourd'hui parce qu'on a encore beaucoup évolué dans les études. Et donc, c'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus exprimé par tous les coachs autour de la nutrition, tous les spécialistes. C'est un terme aujourd'hui qui est devenu entre guillemets à la mode, mais qui exprime bien les choses. Notre métabolisme qui est là, en fait, pour savoir comment organiser nos aliments dans notre corps pour pouvoir fonctionner tout au long de notre vie, eh bien, en fait, il a aussi un phénomène qui se passe, c'est qu'il y a un changement critique qui se passe à un moment donné. Il se passe pour tout le monde, hommes et femmes, et plus particulièrement de façon violente pour les femmes avec la ménopause. Mais en fait, ce qu'il faut retenir pour nous tous, c'est que dès 30 ans, on commence à avoir une dégradation de notre métabolisme naturel. Donc, en fait, il est en train de s'affaiblir, il est en train de se fragiliser. Et ça, si on ne fait pas quelque chose en contre-courant, ben, en fait, on a même constaté qu'il pouvait y avoir pour des personnes jusqu'à une fragilité qui allait jusqu'à une réduction de 40% du métabolisme de l'individu à l'âge de 60 ans. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette courbe que vous voyez, c'est peut-être un constat qu'on peut faire d'une personne qui ne fait rien ou qui en fait trop. Et ça, c'est un peu le fléau de notre société qui explique toutes les pathologies dont on entend parler, qui peuvent devenir des pathologies chroniques et peuvent avoir des effets secondaires multiplicateurs. Et clairement, moi, je suis concernée par ça avec la maladie que j'ai, qui est chronique et que je dois gérer jusqu'à la fin de ma vie, même si l'endométriose devrait normalement s'arrêter avec la ménopause. Pour autant, je rentre dans la ménopause avec une endométriose majeure,
plus une inflammation de l'intestin, eh bien aujourd'hui, moi, je n'ai pas le choix. Mon métabolisme, de toute façon, a déjà été dans une accélération de sa fragilisation, donc je dois composer avec lui et essayer de le redresser. Et c'est ça que moi, j'aborde aussi. Mais ça, vous devez vraiment avoir conscience de ça, c'est que nous avons une fragilisation naturelle qui va être là et qui peut être très accélérée par nos gestes au quotidien, notamment notre façon de manger, puisque le métabolisme, c'est la manière d'organiser ce qu'on mange. OK ? L'autre chose qu'on doit aussi savoir, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 3 leviers naturels qui sont à notre portée pour justement contrecarrer, être en contre-attaque avec cette fragilisation. Et donc, il y a 3 éléments majeurs, dont un qui est essentiel, c'est l'alimentation et la boisson. Ça, c'est 60%, qui va vous permettre de reprendre de l'énergie, énergie qu'on n'arrive plus à produire autour de 28-32 ans. Donc, quand nos enfants à 7 ans sont increvables, c'est parce qu'ils ils ont beaucoup d'énergie, mais surtout aussi, ils arrivent à produire un stock, à récupérer parce qu'ils génèrent toujours un stock d'énergie. Donc, du coup, ils ont toujours de l'énergie. C'est un peu la pile Duracell. Mais à partir de 38-32 ans, en fait, on a un déclin naturel qui se fait. On ne sait plus stocker l'énergie, en fait. Et ça revient au sujet que je vous ai évoqué avec le métabolisme. Donc, le premier facteur qui permet en fait de contrecarrer ça, et ça n'importe quel âge, c'est l'alimentation et la boisson. Le deuxième, c'est le sommeil. Et le troisième, c'est l'activité physique. Autant vous dire que si vous ne mangez pas bien, mais qu'à côté vous faites de l'activité physique, ce sera contre-productif. Si vous faites trop d'activité physique, c'est-à-dire un sport trop intensif qui vous met dans le rouge et qui augmente votre acidité, ce sera aussi néfaste pour votre métabolisme. Si vous manquez de sommeil régulièrement, ce n'est pas bon non plus. Et ça peut poser des questions sur votre manière de vous alimenter, l'activité physique, mais il y a aussi la part du stress qui est importante. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un métabolisme qui va se fragiliser. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des leviers à notre portée. Tout est une question de choix. Ça va? Tout est OK pour tout le monde? Faites-moi des pouces pour dire c'est OK. Ça vous plaît pour le moment? C'est intéressant? Vous apprenez des trucs? Ouais, ou ça reconfirme des choses que vous savez déjà? Ok, super, merci beaucoup. J'ai juste une question, Caroline. Vas-y. Si le métabolisme se fragilise, est-ce qu'on peut le remuscler? Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que Ok. en fait, le métabolisme, comme c'est la manière d'organiser ta digestion et la manière dont on va organiser la biochimie des aliments, ben justement, c'est ta manière de t'alimenter, ton activité physique, ton sommeil et donc ton mode de vie globalement qui va permettre de compenser cette fragilisation naturelle. Attention, quelqu'un peut accélérer sa fragilisation métabolisme selon ses gestes. Donc, quelqu'un qui bouffe, je vais revenir dessus, et c'est pas que l'alimentation, c'est aussi ses comportements, il fragilise son métabolisme. Ça va? Très bien. Ok, super, merci. Du coup, je vous propose d'en continuer. Et donc, je vais donc vous présenter ma méthode 3M. En fait, cette méthode 3M, c'est du bon sens. C'est juste de la pratique que j'ai depuis 10 ans, que j'ai mis à l'épreuve en termes d'expression, comme là je le fais en atelier avec vous, et surtout en pratique avec des personnes. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé sur moi, en termes de changement de comportement et d'usage, m'a permis de comprendre qu'il y avait moyen d'être acteur de son système. Ma méthode n'est pas une méthode absolue, c'est-à-dire que la méthode, elle est juste de donner des indications de compréhension de notions clés que je vulgarise et d'y associer le fait de se mettre en expérimentation pour tester et trouver sa solution alimentaire. Je tiens absolument à une chose, c'est que tout le monde doit comprendre qu'on est chacun unique dans notre besoin, dans notre métabolisme, dans notre système. La standardisation de l'alimentation ou même de la médecine, hein, je vais être très franche avec vous, elle a un inconvénient, c'est que elle résonne à la moyenne. Donc, elle résonne avec un profil type qui statistiquement correspond à une situation. Mais le problème, c'est que individuellement, nous sommes uniques, c'est-à-dire que
Ce qui marche pour moi en termes d'alimentation ne marche pas forcément pour vous. Et donc, le vrai sujet qui s'offre à nous, dans ce travail qui est de contrecarrer la fragilisation de notre métabolisme, c'est de comprendre ce que l'on doit adopter comme geste, comme action, comme façon de manger pour, en fait, trouver la solution qui fonctionne pour nous. Nous sommes différents dans le fait qu'on soit homme-femme, on est différents dans notre histoire, dans notre éducation, dans nos origines, dans ce qu'on a hérité dans notre corps, dans nos contextes de vie. Donc, en fait, tout le challenge pour moi de la manière dont les gens peuvent devenir acteurs de leur santé, c'est qu'en fait, ils décident de comprendre ce qui leur convient. Pas de rester dans leurs croyances, dans leur peur ou dans leur blocage. On a tous un héritage éducatif. Moi, personnellement, quand j'ai changé mon alimentation, j'ai bien vu, mes parents en particulier ma mère, étaient en difficulté au départ sur ce sujet parce que le changement alimentaire est l'élément le plus dur sur le plan psychologique à modifier. Parce que c'est le rapport de l'enfant à la mère, limite du fœtus dans le ventre de la mère. Parce que c'est elle la mère nourricière à la base. Ensuite, on est aussi issu peut-être de communautés religieuses différentes. Donc, on nous apprend très jeune à pratiquer l'alimentation d'une certaine manière pour des raisons de conviction religieuse, de pratique et de respect de valeurs. Aussi, on est issu de familles en fonction de régions. Donc, on va manger des choses différentes d'une région à une autre. Bref, tout ce rapport à l'alimentation qui est lié à notre héritage éducatif et social fait que peut-être nous mangeons des choses, nous agissons d'une certaine manière dans notre façon de manger qui nous met en difficulté plus que ce qu'on imagine. Voilà. Donc, la méthode 3M, c'est juste de se rappeler 3 notions clés que j'ai piquées, parce que l'expression, je l'ai trouvée vraiment tellement pertinente quand j'ai écouté ces conférences, cette expression « manger mieux, meilleur » appartient au professeur Joyeux, qui est un cancérologue chirurgien, spécialisé dans notamment les cancers liés à tout le système intestinal. Et il a surtout une particularité, c'est que ça fait des années qu'il est militant pour intégrer la nutrition comme un élément bénéfique pour les patients, et notamment dans la prévention au cancer, mais aussi pour d'autres maladies. Ce monsieur, j'ai écouté beaucoup de choses, il a écrit beaucoup de bouquins, il est assez connu pour ceux qui s'intéressent un peu à la nutrition, mais ce que je trouve intelligent dans sa façon d'exprimer les choses, c'est qu'il essaye de rendre les choses accessibles. Et c'est vrai que quand il explique la notion de manger mieux, meilleur, moi, je l'ai repris parce que je trouve que tout est là. Manger, ça veut dire quel est mon comportement, quels sont mes gestes, quels sont mes usages dans ma façon de manger. Je vais y revenir. Mieux, c'est le fait de mieux équilibrer le fait que manger, c'est peut-être une composition de mon assiette, une composition de mes repas dans la journée, une composition des différentes choses que je pourrais manger dans la journée en fonction de l'énergie dont j'ai besoin, qui est en fait d'avoir conscience qu'il y a peut-être un équilibrage entre la protéine, les végétaux, les lipides, les glucides, etc. Et le meilleur, ça touche la question de l'organisation du choix des aliments que l'on veut faire, où on peut les trouver, comment les cuisiner. Par exemple, la cuisson a une lourde incidence sur la qualité du nutriment de l'aliment. Donc, manger mieux, meilleur, eh bien, la méthode 3M, pour moi, c'est les 3 pivots autour desquels je tourne avec les personnes que j'accompagne. Et je tire pour chaque notion, chaque M, des sujets en fonction de ce que la personne doit améliorer. Ça va? C'est clair pour vous? Vous êtes toujours OK? Oui. Il y en a qui nous ont rejoints. Bonjour Afi, tu vas bien? Voilà. Donc du coup, je vais vous illustrer la façon d'aborder le manger. On va rentrer dans les exercices, mais je vais d'abord vous expliquer la notion de manger. J'ai fait exprès pour ce premier atelier de choisir l'exercice mâché. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous ai dit dans l'iceberg, il y a une notion en haut qui était bouffer. Bouffer, c'est quoi? C'est avant même de dire la malbouffe, le fait de bouffer, c'est le fait de manger dans des conditions qui sont contre-productives pour l'intestin. Par exemple, gober et ne pas mâcher. C'est gober, c'est
j'ai un repas, j'ai pas de temps, je mange vite, je suis devant mon écran, je bosse en même temps, je pioche, je mets dans la bouche et je gobe. Et gober, c'est quoi? C'est mettre une espèce de boule qui a même pas le temps, comme elle n'est pas mâchée, d'être sciée par les 12 petites scies qu'on a ici, qui fait que derrière, c'est une espèce de boule qui va essayer de passer dans l'œsophage, sachant que tout le tube digestif, il faut savoir que c'est une peau quand même très poreuse, très fine. Donc, c'est une espèce de truc qui fait glou, 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 et qui vient bloquer l'estomac. Donc, il ne faut pas s'étonner quand on mange comme ça, qu'en fait, on soit hyper fatigué après. Peu importe ce qu'on mange, on s'en fout, vous mangez un burger, un sandwich, une pizza, un kebab ou une très belle assiette, très bien équilibrée, si vous la gobez, c'est fini. Vous êtes dans le rouge direct. Ça, faites-moi confiance et je suis sûre que ça fait écho à des choses. Donc, quand vous voyez des gens dans le train qui veulent manger vite derrière leur PC et qui achètent des sachets de chips, déjà les chips, c'est peut-être pas bon pour nourrir, mais le problème, c'est qu'ils font ça. Ok? Alors, mâcher. Mâcher, c'est mâcher. Ok? Mâcher, quel est l'intérêt? Ça prépare la digestion. Le fait de faire scier ici. Mâcher, ça remonte les informations émotionnelles. Donc, le cerveau est en train d'enregistrer ce qu'on est en train d'intégrer comme aliment. Il est en train d'enregistrer l'émotion gustative qui va nous donner une sensation de plaisir. Il va enregistrer aussi l'information de l'aliment quant à son rôle dans notre système digestif. Il va aussi enregistrer l'information de la satiété. Le fait de mâcher fait qu'on réduit la sensation de faim. Alors, je vais vous dire, mâcher, scientifiquement, les dernières études, c'est 30 fois minimum, voire 40 fois. Et là, vous allez me dire, waouh. OK. Ce que je propose dans mes accompagnements en termes d'exercice, donc on va un petit peu s'amuser avec ça tout à l'heure, c'est en fait de tester progressivement à apprendre à mâcher pour progressivement trouver le nombre de fois qui deviendrait un réflexe de mâcher et de plus se retrouver à gober. Mais si j'ai un truc à vous conseiller dès aujourd'hui, à la sortie de cet atelier, arrêtez de gober. Et quand on mange avec les mains, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on prend des bouchées, notamment quand on croque le burger ou le sandwich, on a tendance à moins mâcher que quand on a la fourchette, on gère plus les quantités. Le fait de croquer peut faire qu'on prend aussi des parts plus grosses. Le dernier truc qu'il faut savoir aussi, c'est que mâcher, ça aide à travailler le microbiote de la bouche. Donc, tous les problèmes d'infection dentaire type parodontite ou les problèmes osseux qui peuvent se produire avec la fragilisation du métabolisme et notamment de la ménopause, eh bien, fait que si on ne mâche pas, on réduit la solidité osseuse de notre mâchoire. Donc, le fait de mâcher est un élément extrêmement important pour plein de raisons et qui fait que vous êtes en énergie. La première, c'est que si vous gobez, derrière, vous avez la somnolence, vous êtes crevé et vous n'avez pas nourri votre intestin. Ça va? Deuxième sujet, c'est mieux. Donc, j'ai mangé, je vous ai donné un exemple, c'est mâcher. Donc, manger, c'est le comportement. Le mieux, c'est comment équilibrer son assiette. Donc, on va aborder aujourd'hui le sujet de la protéine. Paradoxalement, et j'en suis un exemple concret, la protéine, paradoxalement, avec notre évolution de l'industrie alimentaire, fait que globalement, les gens ne mangent pas assez de protéines. Manger de la protéine, je crois que j'ai un slide juste derrière, normalement, selon votre poids, c'est 1 gramme, voire 1,5 g fois votre poids. Donc moi, je fais 64 kilos, il faudrait que j'ai 96 grammes minimum de façon standard, normale, hors activité intense. Or, vous êtes des leaders de vie, vous êtes des gens qui avaient des activités très intenses professionnellement, donc mentalement, émotionnellement et physiquement si vous faites du sport en plus, etc. Si vous avez des journées bien remplies entre le boulot, vos implications dans des associations, dans le sport, vos enfants, etc., c'est plus que ça que vous devez manger. Donc, si vous êtes en carence de protéines tous les jours, vous n'aurez pas d'énergie, tout simplement parce que le muscle ne se reconstituera pas correctement et la fragilisation du métabolisme attaque notamment les muscles et attaque aussi les os. Donc, si vous attaquez les muscles,
vous n'aurez plus le soutien des os. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, il est absolument nécessaire dans vos repas de s'assurer qu'il y a de la protéine, y compris petit déjeuner, idéalement. C'est pour ça que vous entendez beaucoup parler du petit déjeuner, pas sucré, mais du petit déjeuner entre guillemets salé à l'anglaise, qui est un petit déjeuner où on va plutôt privilégier la protéine plus que des choses gustatives. Ça n'empêche pas le petit plaisir gustatif, hein. Mais la protéine est essentielle. Pourquoi la protéine est essentielle le matin? Parce que la nuit, notre intestin utilise le sommeil pour pouvoir évacuer les déchets. Donc, le matin, quand on se lève, quand vous allez aux toilettes pour évacuer le liquide, votre urine, si vous regardez bien, elle est plus jaune, plus épaisse, peut-être plus odorante parce qu'on a évacué des déchets, préparé d'évacuer des déchets, donc on a une acidité supérieure. Tous les matins, qui que ce soit se lève avec une acidité supérieure de l'intestin. Comment on fait pour réduire l'acidité, qui est un facteur très important de fragilisation, de perte d'énergie, de prise de poids, de terrain inflammatoire à l'intestin? Eh bien, c'est manger des protéines. Manger des protéines le matin, le midi et le soir. Le soir, il faut manger léger, donc il faut manger un peu de protéines, par exemple, des pois chiches. Vous pouvez manger végétal, pas forcément animal. D'accord? OK. Donc ça, c'est l'exemple du mieux. Le troisième exemple, c'est meilleur. Là, je vous ai mis en fait comment on est à l'intérieur et je vous parle d'alerte. En fait, le meilleur, c'est la qualité de ce qu'on va manger. Mais là où il faut être très vigilant, c'est qu'on peut avoir des sensibilités alimentaires et parfois, on n'en est pas conscient. Donc, si vous avez des signaux du type, vous mangez quelque chose, vous avez des as, vous avez des aigreurs d'estomac, vous avez des boutons, vous commencez à avoir l'estomac plus lourd tout de suite, vous avez un problème de sommeil, vous avez tout ce type de réaction, bien sûr que ça peut être lié à autre chose, mais si vous l'avez immédiatement derrière le fait que vous ayez mangé, il y a peut-être un aliment qui vous fait mal. Donc, le fait d'écouter ce qu'on mange, d'écouter son corps, les messages qui nous passent, c'est aussi de constater qu'il y a peut-être des aliments qui ne fonctionnent pas pour vous. Je vous rappelle, vous êtes unique. Donc, dans ces cas-là, il faut noter ce que l'on mange. Il faut savoir que dans notre vie, on peut évoluer sur nos sensibilités, aussi bien aériennes que alimentaires. Et on peut notamment évoluer sur nos sensibilités avec la fragilisation du métabolisme. Donc, il y a beaucoup de femmes ménopausées qui peuvent devenir plus sensibles à certains aliments qu'elles ne l'étaient avant. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, le côté meilleur, j'ai pris cet exemple pour aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres. Le meilleur, c'est aussi manger plus frais, local, saison. Donc, il y a plein de déclinaisons autour de chaque notion des 3 M. C'est le fait, en fait, d'avoir conscience du choix des aliments qu'on fait. Ça va ? Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 3 petits exercices. On va faire d'abord le premier. On va d'abord apprendre à mâcher. Donc, si vous pouvez mettre les caméras, ce serait top. Et donc, je vous propose un petit exercice. On va voir combien de temps vous résistez. Je vais mettre 30 secondes de chrono. On va mettre 30 secondes de chrono, OK? Vous êtes prêts? OK? Vous êtes prêts? Vous mettez la caméra, si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, faites l'exercice quand même si vous pouvez, OK? Et là, je vais vous demander, pendant ces 30 secondes, de mâcher. Donc, mâcher, c'est... OK? C'est ce mouvement. Et vous le faites pendant 30 secondes et on voit combien de temps vous résistez. Si vous vous arrêtez avant, vous levez la main. C'est long, hein, 30 secondes. Allez, j'arrête. 30 secondes, c'est trop, bien sûr. Là, vous avez au moins mâché 30 fois. OK?
Dites-moi si c'est insurmontable. Et répondez-moi oralement ou écrit. Est-ce que c'est insurmontable? Est-ce que vous pensez à mâcher quand vous mangez? Bah oui, c'est mieux avec un truc dans la bouche quand même. Oui, bien sûr. Mais vraiment, hein, quand vous mangez, pensez à mâcher. C'est hyper important. Ça a l'air bête, hein. Mais des fois, vous êtes pris dans votre truc, vous êtes concentré sur un dossier, vous avez décidé de manger en même temps que de travailler ou de regarder un écran. Voilà, ça, typiquement, le fait de ne pas mâcher fait que vous allez déjà créer un problème de fatigue, assurément. C'est clair et net. Donc, pensez à mâcher. Deuxième chose, j'en profite, ne mangez jamais devant un écran ou en travaillant. Super important. D'accord? Et je Ouais, Christelle. trouve que mâcher, et en fait, c'est déposer ses couverts. Ça, c'est ce que je fais. Ouais. Mais je pose mes couverts et je mâche. Ça me permet aussi d'avoir un peu plus de concentration. Je sais, enfin, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et du coup, ça me permet vraiment de prendre le temps, de bien être dans ce que je suis en train de faire. Ouais. Merci pour l'exemple, c'est top. C'est exactement ça qu'il faut faire. Entre parenthèses, apprenez à vos enfants à mâcher. On est dans une situation aujourd'hui, comme tout est fait rapidement, on mange vite, on bouffe du sandwich, on machin. En fait, apprenez-leur à mâcher, au moins à la maison. Voilà. Mais c'est bête, mais moi, je ne savais pas mâcher, je gobais. Et je n'avais aucune conscience qu'en fait, rien que sur ce geste-là, je ne parle même pas d'alimentation, j'étais en train de me mettre dans le rouge, quoi. Et le fait d'avoir appris à mâcher, j'ai vraiment compris comment c'était bénéfique. Donc vraiment, pendant une semaine, réfléchissez à mâcher quand vous mangez et posez-vous la question après, comment vous sentez. Essayez de calculer le nombre de fois que vous mâchez et essayez de pousser un peu plus à chaque fois. Et vous verrez, vous aurez moins faim en plus. Donc, il faut bien comprendre ça aussi. Ça va? Allez, deuxième exercice. Deuxième exercice, c'est simple. Je vais vous demander d'essayer déjà de calculer le niveau de grammage normal que vous devriez avoir en fonction de votre poids. Donc, je vous rappelle, c'est entre 1 et 1,5 par personne. Plutôt, moi, j'aurais tendance à dire 1,5 pour vous tous parce que vous connaissant, vous êtes des hyperactifs. Et vous divisez votre poids actuel avec 1,5 et puis, voilà, déjà, vous avez votre point de repère. D'accord? Alors, je vais vous donner quelques indications. Donc, vous avez en tête votre poids, le grammage que vous devriez manger par jour. D'accord? Donc, réparti sur vos 3 repas. On est OK? D'accord? Sachez qu'une viande crue, je parle bien d'une viande crue, pas cuite, parce que ça dégrade la cuisson, en fonction du type de cuisson, peut dégrader la qualité des nutriments et de la valeur nutritive de l'ingrédient. Une viande crue, que ce soit une viande rouge ou du poulet, c'est 21,4 grammes par 100 grammes. OK? OK, donc si vous prenez une tranche de poulet, alors je ne sais pas à quoi correspond 100 grammes, vous avez à peu près 20 grammes de protéines. OK? Viande rouge, même chose. Si vous mangez du poisson cru, je parle de cru, hein, donc OK. Poisson cru, quel qu'il soit gras, blanc, etc., on est autour de 20 grammes à peu près, 20-21. OK? Et si on prend du tempeh, peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez, c'est une base végétale que beaucoup de végétariens mangent, c'est 17 grammes. Un œuf, c'est 6 grammes. Et en même temps, il ne faut pas manger trop d'œufs. Un œuf tous les jours, c'est bien. 2, ça commence à être une quantité. 3, ça devient néfaste, je vous le dis. Donc, les œufs, c'est très intéressant, mais c'est comme tout, il ne faut pas abuser. Et un yaourt, c'est à peu près 4 grammes. OK? Donc, si vous avez repéré votre niveau de besoin de protéines par jour, imaginez déjà votre assiette en nombre de protéines par jour.
Si vous ne mangez pas suffisamment de protéines, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire et le métabolisme accélérera sa fragilisation. Qui que ce soit, qu'on soit végétarien ou pas, il y a des solutions avec des légumes qui ont beaucoup de protéines. Donc tout ça est abordable. Mais retenez une chose, la protéine est essentielle dans notre alimentation au quotidien, si vous voulez être en forme. Tu as une question, je crois, Sylvain? Non, c'était pas une question, c'était juste pour partager juste mon expérience sur les protéines, parce que je les ai comptées pendant des longues périodes. Je fais attention à ce que je consomme en protéines. Et donc, je confirme d'abord qu'il faut s'organiser pour consommer entre 150 grammes et 160 grammes de protéines par jour pour mon cas. C'est toute une organisation dans le choix des aliments et presque une obligation, je dirais, de se supplémenter, c'est-à-dire de prendre de la protéine toute prête, pas à travers une viande ou à travers certains légumes, mais une supplémentation en protéines. Voilà, ça représente une certaine quantité et on en a besoin à chaque repas et voire même en collation pour pouvoir atteindre cette quantité de protéines. Tout à fait. Pour ceux qui ont un sport avec de l'entraînement et des compétitions, il est vraiment très important de prévoir un mini repas avant de partir au sport. Et le fait d'avoir de la protéine, c'est très important. Et aussi après de reprendre la protéine, mais il faut derrière, surtout si c'est en fin de journée, avoir un repas léger, mais il faut absolument avoir un taux de protéines supérieur. Là, ce que je vous ai donné comme grammage, c'est la moyenne. Hein. Donc avec des personnes comme vous, logiquement, vous êtes au-dessus. Hein. Surtout si vous faites un sport au niveau à côté. Vous avez tous des vies extrêmement actives, vous connaissant les uns les autres. Déjà sur le plan mental et émotionnel, mais alors si vous rajoutez le sport, alors là, il faut encore plus augmenter. On a tendance à dire que globalement, il faut 2 grammes. Hein. OK. Et retenez une chose, c'est que le métabolisme qui descend, qui se décline naturellement et qui peut se décliner plus fortement, le fait qu'il s'accélère en fragilisation, c'est peut-être parce que vous ne mangez pas assez de protéines. Donc, toute la sensation de fatigue, de somnolence, de problèmes de sommeil, de problèmes émotifs peuvent être liés uniquement au fait que vous n'équilibrez pas bien votre protéine. Ça va? Allez, dernier exercice, c'est un petit exercice, c'est plus vous expliquer ce que vous pouvez faire parce qu'on va pas, évidemment. Quand je vous parle de sensibilité alimentaire, posez-vous la question de est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte dans on va dire, les 6 derniers mois ou les 3 derniers mois, est-ce que vous avez le sentiment que quand vous mangez quelque chose, vous avez une réaction qui vous dérange? Réaction cutanée, des aigreurs, là je vois des pouces qui se lèvent. OK. Clairement, quand vous avez votre corps qui vous envoie des signaux, en fait, se gratter après manger, avoir le hoquet, avoir des aigreurs d'estomac, avoir l'estomac lourd, avoir des aftes dans la bouche, avoir des somnolences importantes après le repas, en fait, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Le corps, il est hyper intelligent. Le tube digestif, c'est une machine de guerre. C'est une industrie de très haute technologie, bien plus complexe que l'IA. Et en fait, il nous permet vraiment de détecter la manière dont on le respecte ou pas. Par contre, si on n'écoute pas les signaux de notre corps, la migraine, moi j'ai été sujette à ça pendant 25 ans, le changement alimentaire a radicalement changé le truc. J'ai un ami qui aujourd'hui ne supporte plus de boire de la bière, certainement lié peut-être au houblon, peut-être, alors le sulfite normalement il n'y a pas, moi par exemple le sulfite me donne mal au crâne. Tout ça, ça prouve qu'il y a une sensibilité alimentaire. Donc, si vous avez des signaux comme ça, où vous dites il y a un truc, ce que vous faites, c'est que pendant 15 jours, du lundi au dimanche, 2 fois, vous notez sur un carnet ce que vous mangez sur une colonne gauche à tous les repas et vous notez les réactions que votre corps fait. Tous les signaux que je vous ai évoqués. Et pendant 15 jours, vous vous contentez de noter ça. Vous le faites tous les jours à tous les repas. Vous regardez le résultat et si vous voyez qu'il y a un ou plusieurs aliments qui semblent correspondre à ces réactions,
En tout cas, il y a une correspondance. Ce que vous faites, c'est que pendant 3 semaines, vous retirez de votre alimentation un aliment, un après l'autre. Pas tous en même temps, sinon vous ne saurez pas. Donc, si par exemple, vous avez un très gros doute sur le gluten, voilà, c'est-à-dire les blés modernes, les pâtes, le pain, etc., pendant 3 semaines, vous arrêtez de manger cet ingrédient-là et vous voyez comment votre corps réagit. L'avantage du corps, c'est qu'il est tellement intelligent que si vous lui faites mal, il va essayer de se démerder pour négocier le plus longtemps possible, mais vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes parce que vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais ça fout le bordel. C'est comme ça qu'on déclenche des pathologies, c'est comme ça qu'on est plus fatigué, etc. Par contre, là où il est intelligent aussi, c'est que visuellement, on sait tout de suite si ça va mieux. Dès que vous soulagez le corps d'un aliment qui crée un terrain inflammatoire, vous le voyez tout de suite, vous le sentez tout de suite. Physiquement, émotionnellement, c'est impressionnant. Donc, c'est tout simple. Vous pouvez déjà le faire vous-même sans forcément faire des tests. Vous vous identifiez et après, vous testez. 15 jours, vous identifiez. Et après, si vous voulez tester un aliment, le retirer de votre alimentation, vous faites ça pendant 3 semaines et vous regardez comment vous réagissez. Et là, vous saurez. OK? Ça va? C'était les 3 petits exercices. Est-ce que ces 3 sujets vous ont intéressé? C'était bien? J'ai vu que vous avez pris des notes. Hein. Est-ce que ça vous sert? Ça vous est utile? Oui. Super. Merci beaucoup. Oui, le plus dur, c'est la mise en pratique. Oui, tu sais de quoi tu parles. Ouais. Et c'est que l'histoire des protéines, c'est que j'ai conscience, mais au quotidien, c'est galère en fait de réussir à gérer ça tout le Ouais. temps. Alors, tu me tends bien la perche, Philippine, pour finir. Donc, si vous vous sentez fatigué, saturé, sans force, déconnecté, de mauvaise humeur, en gros, vous avez l'impression d'être consumé, bon, il est peut-être temps d'envisager les choses autrement. Donc, je reviens à tout à l'heure, vous avez identifié à quel niveau d'énergie vous étiez globalement pour tous ceux qui ont participé à cet exercice, c'est plutôt pas mal. Donc, bravo, c'est super. Retenez bien 3 choses. L'énergie, c'est physique, mentale et émotionnelle. Donc, l'exercice entre 0 et 10 d'évaluer, vous pouvez le faire sur ces 3 notions-là. Et là, vous pouvez avoir une vision un peu plus précise du niveau d'énergie que vous avez. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire quelle est l'énergie que je vais vouloir atteindre pour ce que vous attendez dans vos journées. Ça, c'est le premier point. Si vous êtes dans une énergie très basse qui se multiplie de semaine en semaine, c'est-à-dire une semaine limite, ça arrive 2 semaines à la rigueur, mais ça commence à prendre la place 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, là, honnêtement, stoppez et posez-vous des vraies questions. Et c'est là où, effectivement, on commence à se dire help, comment je fais? Le deuxième chose, c'est effectivement le fait de suivre les 3 M. Les 3 M, c'est vraiment les 3 pivots fondamentaux pour moi. Manger, mieux, meilleur. Manger, c'est les bons gestes, la manière de manger, mon comportement au quotidien. Le mieux, c'est effectivement comment j'organise mon alimentation. Et le meilleur, c'est comment j'améliore la qualité des choses en tenant compte de peut-être de choses qui ne me vont pas. Comme dit Philippine, c'est là où ça devient compliqué parce que soit vous y arrivez par vous-même, Sylvain est un exemple, lui il aime beaucoup potasser les bouquins, il se fait sa propre culture, il se fait ses petites fiches, c'est un chercheur dans son fonctionnement, donc du coup il crée son apprentissage en travaillant lui-même sa connaissance et il cherche, il applique. Toi, Philippine, tu es l'opposé de Sylvain. Toi, tu as besoin dans ta vie de pas te prendre la tête et globalement, tu vas pas prendre de temps sur l'alimentation. Comme disait Pascal, que j'ai accompagné récemment, qui me disait, moi, l'alimentation, ça me passionne pas du tout. Elle a plein de sujets de passion, mais alors celui-là, pas du tout. Et en fait, elle a pas envie de prendre du temps à s'acculturer pour savoir qu'est-ce qu'elle doit manger, comment, etc. Et effectivement, la difficulté, c'est comment arriver à équilibrer. Donc, si ta protéine, tu n'arrives pas à le prendre le matin, il faut trouver une autre solution pour équilibrer dans la journée. Et donc, par rapport à ça, c'est là où peut-être faut vous poser la question de peut-être être aidé et accompagné. Évidemment, c'est là où moi j'ai envie de jouer un rôle.
c'est comme je l'ai vécu et je le vis tous les jours pour moi parce que moi, je dois gérer ma maladie qui me suivra jusqu'à ma mort et que je rentre dans la ménopause. Donc, j'ai double jackpot de risques. Eh bien, comme j'ai envie de continuer à avoir cette vie très active, je pratique en permanence les solutions simples et rapides qui me permettent de trouver mon fonctionnement. OK. Donc, du coup, comment agir pour être en forme? J'ai envie de vous dire, il faut le bon carburant, il faut trouver son équilibre et surtout, il faut garder le plaisir de manger. Ça, c'est super important. Moi, je vous avoue que le discours de la contrainte, je le comprends, mais à un moment donné, c'est insupportable. Et en fait, c'est contre-productif. Je pense que la grande majorité de personnes que je fréquente qui se retrouvent à sortir de chez le médecin, dont ils savent absolument qu'ils doivent changer ça, quand ils rentrent chez eux, c'est ce que dit Philippine, on est face au frigo, au placard, et puis on veut sortir avec les copains, on a les repas de famille, tout ça, on veut voyager, on veut profiter. Et du coup, on baisse les bras parce qu'on ne sait pas comment faire. Moi, en fait, c'est ça mon sujet. C'est de dire comment vous permettre d'être en énergie, de vous dépasser, d'apprécier votre vie. Contactez-moi. Voilà. Contactez-moi et je peux peut-être vous aider à vous guider à trouver votre solution. J'ai un programme qui permet vraiment pour une personne d'être autonome au bout de 2 mois, mais je peux aussi accompagner des personnes juste pour commencer déjà à lui permettre de créer quelques repères parce que la personne est plus ou moins prête à rentrer dans ce schéma-là. En tout cas, j'ai réussi globalement à tenir les 60 minutes. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Moi, j'avais à cœur de vous fournir des informations et des axes de compréhension et un peu de pratique pour vous permettre déjà de comprendre l'intérêt de l'impact de l'alimentation dans votre leadership. Et après, si vous voulez aller plus loin, je vous laisse me contacter. J'ai dans mon agenda des créneaux qui sont bloqués. Je vais vous envoyer le lien. Vous pourrez prendre rendez-vous si vous voulez. Ça va jusqu'à 45 minutes. C'est un temps offert que je vous propose. Si vous voulez poser le sujet et voir comment on pourrait éventuellement avancer ensemble, comment je pourrais vous aider. Peut-être que c'est juste donner 2-3 informations ou c'est peut-être carrément vous proposer de vous aider. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour ce moment. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment. Merci pour l'interaction. Et puis, on se retrouve pour le groupe WhatsApp parce que vous êtes tous dans le même groupe WhatsApp. Aurore, je pense que ça peut être intéressant que ce soit dans le groupe WhatsApp. Aimé, je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc, je vous enverrai le lien et puis vous voyez si vous inscrire. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et surtout, soyez le Jedi de votre santé. Merci beaucoup, Caro. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Bon courage. À bientôt, au revoir. Merci Caro. Bye, bye, bye. Merci à vous.